Bonjour Elisabeth, merci. Merci pour cette invitation. Merci d'être venue voir cette conférence. Donc l'an dernier, je vous ai présenté une conférence qui s'appelait l'introduction à l'agroécoclimatologie, où en fait je montrais par quel mécanisme on pouvait influencer le climat sans invoquer les gaz à effet de serre. Donc c'est assez lié au sol et à la végétation. Donc ici, j'aborde une pensée voilà, assez systémique. Et du coup, voilà, comme ça a été dit, mon frère s'intéresse à l'agriculture régénérative depuis à peu près 8-10 ans, parce qu'à un moment donné, il avait cassé ses sols, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de croissance de plantes parce que l'eau ne rentrait plus dans les sols. Donc il a été obligé de se remettre en question et de dire qu'il était responsable. Aujourd'hui, malheureusement, avec ces idées de réchauffement climatique, je pense que ça vient biaiser le processus de réflexion et on a tendance à dire ben, c'est pas notre faute, c'est la faute au réchauffement. Du coup, je vous montre, il est allé à ces conférences et on a la chance d'avoir cette photo qui a été prise, par mon frère donc un matin de canicule le 2 août 2018 où en fait il avait mis en œuvre les recettes données par les Américains et à sa grande surprise, voilà, il s'est aperçu qu'il avait formé une nappe de brouillard en plein mois d'août. Donc je vous garantis qu'on est à Castres, ça nous a beaucoup interpellé, du coup on a la chance d'avoir la photo. Et c'est là qu'on a compris que peut-être en régénérant les sols, eh bien, on pouvait régénérer un peu plus que le sol et que peut-être ça pouvait avoir un impact sur le climat. Donc on va parler, et on avait parlé la dernière fois d'équilibre terrestre, et en fait au final ce qu'on voit c'est que tout ça c'est assez imbriqué, du coup bon derrière ça légitime le titre de cette conférence sur l'intrication agroécoclimatologique, et c'est ça que je vais vous montrer. Donc tout le monde sait voilà, que le climat, avec le taux de CO2, la température et la pluviométrie va impacter la croissance des plantes. Mais ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est comment est-ce que les plantes, dans un environnement complexe, peuvent jouer, infléchir sur le climat. On avait vu qu'il y avait 3 principales armes. Donc l'espèce de picto bleu, c'est l'évaporation, qui en fait, si elle est absente, est remplacée par du rayonnement infrarouge. Et on va voir un petit peu ça dans la conférence, ces aspects, mais plus sur des choses observationnelles et moins théoriques. Un autre effet, c'est l'effet miroir. Donc là, suivant la couleur des plantes et leur réflectivité, elles vont pouvoir réfléchir, les surfaces vont réfléchir la lumière, et ça, voilà, ça peut jouer aussi. Et après, il y a une espèce de ballon de rugby là, qui est un grain de pollen, qui en fait, on avait vu, c'est des noyaux qu'envoient les plantes dans l'atmosphère, qui peuvent servir à agglomérer les gouttes de pluie et du coup déclencher les pluies, même quand ça ne marcherait pas de façon normale pour entretenir la pluie. Parce qu'on a vu que la marche normale, c'est que quand les sols sont humides, il pleut, et quand ils sont secs, ils restent secs. C'est ce qu'on appelle le couplage climatique humide. Ça a été défini par Altaïr dans les années, alors j'ai plus la date exacte là, mais ça a été dû être défini dans les années 90-2000. Donc du coup, notre axe de réflexion va s'intéresser, on va parler d'idées voilà, qui sont traitées par différents organismes au niveau international. Et je vais essayer de vous montrer voilà, que c'est vraiment très très intriqué tout ça. Donc on va observer cette intrication. Avec des outils d'agronome. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un compactomètre, et c'est vraiment l'outil à tout faire. Là, on plante une aiguille dans le sol, on sait comment s'il est en forme ou pas. Et on a un autre outil qui est une gouge qui nous permet de voir ce fameux carbone. Voilà. Et puis, on va aussi utiliser des moyens de télédétection pour regarder ça. Donc en gros, pendant la conférence l'an dernier, j'avais montré ça. Alors bon, c'est une slide pizza, mais en haut, au coin à gauche, vous avez une image dans le visible par le satellite qui montre que en plein mois d'août, c'est un peu sec sur une bonne partie de l'Angleterre. À côté, on a l'équivalent qui montre les températures associées. Et puis vous voyez que voilà, on va regarder des données classiques de climatologie avec le relief, mais aussi on va parler de carbone du sol, de
densité, de porosité. Donc là, c'est là où on revient sur la compaction. Donc c'est vraiment les deux outils. L'outil pour observer la couleur du sol, est-ce qu'il y a du carbone? C'est vraiment ça qui nous préoccupe en tant qu'agroécologue pour comprendre si un sol va bien ou pas. On a beaucoup d'informations rien que sur ces deux paramètres qui sont en plus assez intimement corrélés. Et après, on va regarder aussi des questions de végétation, voilà, prairies, forêts et précipitations. Donc, mais là, on va faire ça, on va explorer encore, rajouter pas mal de couches. Donc, on va partir voilà, on va mettre 15-16 paramètres. Donc, on va regarder l'altitude. On va regarder, voilà, les deux qui suivent, la pluie et les températures. On va aussi regarder l'ensoleillement. Donc vous voyez que déjà sur ces 4 paramètres, ils ont à peu près tous la même tête. Donc ça, c'est des données qui émanent de l'Institut météorologique du Royaume-Uni. On va regarder aussi la réserve en eau des sols. On va regarder le découpage du relief, donc la rugosité, c'est-à-dire est-ce qu'il est érodé ou pas. Voilà. Après, on va regarder les végétations, donc, que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire c'est les prairies et les forêts. Les deux, si on les cumule, on aura les surfaces pérennes, donc c'est-à-dire c'est les plantes qui restent toujours en place et qui ont des racines profondes et des sols. Disons que c'est pas très anthropisé comme système. Au contraire, on aura les zones de culture qui sont des zones voilà, régies par l'homme et gouvernées par ses règles. Donc on peut parler de surface anthropisée entre guillemets. Et ensuite, on va voir. J'arrive pas à le lire de là. Oui. Oui, voilà, la densité et le carbone qui sont vraiment très corrélés, on l'a déjà dit. Et puis, on va rajouter des indices de diversité. Donc, on va aller voir est-ce qu'il y a de la diversité en quantité et en qualité. Donc, ce sont ces deux indices. On va aussi, puisque les agronomes anglais, enfin des Royaume-Uni, ont fait énormément de prélèvements. Alors, j'ai plus le nombre exact, mais chaque fois qu'ils ont fait les échantillons qui ont servi pour ces analyses, ils ont mesuré la quantité d'eau réellement disponible dans le sol. Donc, on a une carte de l'eau vraiment présente dans les sols. Et ensuite, un dernier paramètre qui est la profondeur du sol. Voilà. Donc, quand on a tout ça, déjà, on peut commencer à faire des corrélations entre toutes les cartes et regarder ce qui se passe. Donc, ce qu'on voit qui ressort majoritairement, c'est une histoire de... je le vois pas bien. Donc, on a qui ressort fortement, c'est le carbone, l'eau et la biodiversité, mais on doit en avoir d'autres. Je vois pas bien. Oui, important, voilà, l'ensoleillement est important dans les problématiques. Mais aussi voilà, découpage du relief et relief. Et du coup, ça c'est juste des corrélations entre chaque paramètre. Et derrière, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, on va faire une ACP, une analyse de composantes principales. C'est-à-dire que si j'ai 2 paramètres, j'obtiens une surface. Si j'ai 3 paramètres, j'obtiens un volume. Et si je prends ce volume, que vous pouvez imaginer, c'est une boîte à chaussures, je le fais tourner dans l'espace et on va chercher à regarder la surface où on voit le plus grande... l'image qui nous donne la plus grande surface face à nous. Donc on va essayer voilà, de regarder, sauf que l'ordinateur fait ça avec 16 paramètres. Et du coup, voilà, il va définir des cartes imaginaires qui sont des cartes qui représentent de l'information. Donc pour la première carte, qui est le paramètre P1, cette carte représente 70% de l'information qui est située dans les autres cartes. Et après, on a un paramètre P2 qui représente 10%. Et vous avez dans les colonnes à côté comment ces cartes codent l'information. Donc vous voyez que pour le P2, par exemple, il code beaucoup les histoires de carbone du sol, d'humidité et de biodiversité. Et ça va nous permettre d'aller, parce qu'un tableau, c'est pas facile à lire, il y a la possibilité de créer une carte où on représente toutes les corrélations. Donc cette carte, ça va être un cercle avec des points. Plus les points seront au bord du cercle et éloigné du centre, plus ça veut dire que le phénomène est important. Et l'angle qu'il y a entre les points va nous donner les interactions. Si vous avez 2 points côte à côte, ça veut dire que c'est très lié. Si vous avez des points qui sont en opposition à 180 degrés, ça veut dire qu'ils sont liés, mais un empêche l'autre. Enfin, les variations sont en sens inverse.
Et si c'est près du centre, c'est que c'est un phénomène qui est moins fort. Et s'il est à 90 degrés, ça veut dire qu'il n'a pas d'impact sur les phénomènes qu'on regarde. Donc là, il y a beaucoup de points, mais on va y aller pas à pas, vous inquiétez pas, c'est animé. Donc on a le paramètre P1 et P2. Donc le premier truc qu'on va voir en haut au coin, c'est la température. Et pour vous montrer que ça marche plutôt bien, regardez, on a l'ensoleillement qui est très proche de la température. Donc c'est assez simple à comprendre, il fait soleil, il fait chaud. Jusqu'ici, tout va bien. Si on regarde en haut au coin dans le même axe, ben tiens, on retrouve ces croplands, les surfaces cultivées par l'homme. En bas dans le coin, on a pas mal de points, on retrouve la pluie, le relief et le découpage du relief. Donc ça, c'est aussi assez rassurant que les mathématiques nous placent les choses comme ça. Voilà, on a quelque chose qui semble assez important à côté, ben c'est l'humidité effective des sols, qui serait assez liée à la diversité et reliée aussi au carbone du sol. Donc ça, c'est, ma foi, aussi assez intéressant. D'autant que voilà, c'est ce que raconte un petit peu la bibliographie dans un sens ou dans l'autre. Ici, on a, toujours dans le même axe, on va avoir donc des surfaces boisées. Un petit peu plus loin, on a les prairies et on retrouve encore de la diversité. Alors je suis désolé, j'ai plus en tête dans l'index de Shannon et de Simpson lequel code pour l'abondance et lequel code pour la diversité intrinsèque. Et le dernier point, voilà, c'est la conjonction des surfaces prairiales et des forêts, c'est les plantes pérennes. Donc on voit que ces plantes pérennes sont très corrélées ou garantes de la présence de la diversité. Et maintenant, il nous reste quelques points à découvrir. Donc sur le côté, vous voyez qu'il y a un point il y a peu de points finalement qui soient très importants dans la problématique, mais il y en a un qui est plutôt dans l'axe du réchauffement, qui est la profondeur des sols. Donc ça, bon, en général, les surfaces cultivées, on le sait, on cultive souvent les sols profonds. Donc c'est normal qu'on voit que les sols profonds sont plutôt du côté des cultures. Et après, on a un autre point qui est complètement orthogonal au problème. Alors, ça, c'est peut-être un peu embêtant, c'est la réserve en eau du sol. Alors que normalement, ça devrait être un paramètre qui pilote les choses. Voilà. Et dernier point en haut, qu'on retrouve à côté du soleil, des températures et des croplands, c'est la densité, où là, bon, en fait, cette carte, il n'y a pas l'échelle, je suis désolé, mais en gros, là où les zones qui sont rose saumon, ça dit que la densité du sol est à 0,7, donc ça veut dire que vous prenez le sol, il flotte, et pour les zones bleues, on a un sol qui a une densité de 1,3, c'est-à-dire vous le prenez, vous le mettez dans l'eau, il coule. Voilà, donc bon, je ne sais pas ce que ça vous évoque. Moi, je trouve que toutes ces cartes se ressemblent beaucoup et voilà, je pense que ça montre vraiment l'intrication de tous ces paramètres, biodiversité, carbone, etc. C'est ce qui m'a conduit à donner ce titre à la conférence. Mais maintenant, je pense que ça serait intéressant de décorréler les paramètres. Et là, le problème de l'Angleterre, en fait, c'est qu'on a l'alimentation où il y a le relief entre, et derrière, il y a les zones de plaine. Et il faudrait, je pense que si on avait quelque chose comme ça, on aurait une meilleure... on verrait mieux les choses. Ça nous permettrait de décorréler certains paramètres, peut-être. Et ça, en fait, on a l'Allemagne qui présente cette typologie de relief. Et du coup, on refait la même chose pour l'Allemagne maintenant. Donc, on va reprendre relief, pluviométrie, température et ensoleillement. Alors vous voyez que déjà, on n'a pas toujours les mêmes formes au niveau de l'Allemagne. Ensuite, on va prendre la réserve en eau des sols. On va retrouver, alors là, sur les catégories de plantes, il y a les conifères, les feuillus, puis les prairies, donc la conjonction, les surfaces pérennes, et les croplands, les surfaces cultivées, qui sont en fait surfaces cultivées, c'est quasiment, on prend le territoire, on enlève ce qui est pérenne, on enlève les villes, les lacs, et on obtient les surfaces cultivées, quoi, quasiment.
Là, on a une donnée intéressante qui est la taille des exploitations. Donc, quel est voilà, la taille on va voir que c'est un paramètre qui peut avoir une influence. Là, une paire qui marche toujours ensemble, c'est l'aridité et le ruissellement. Et on a aussi le carbone du sol et la densité du sol réellement mesurée par une étude en 2024 et la densité estimée théorique qui est régulièrement utilisée. Vous voyez qu'elle ressemble pas mal à la réserve en eau des sols. Donc on refait voilà, toute notre série de petites corrélations. Et là, on trouve que ce coup-ci, ça change un petit peu. Alors je suis désolé, je ne peux pas bien lire le tableau. Peut-être je vous laisse le temps de le parcourir. Maintenant que j'espère que vous aurez des éléments pour interpréter un peu ces choses, je ne sais pas. Sinon, on va le faire ensemble et on va passer sur le diagramme en 2 dimensions. Donc, le résultat de l'ACP, voilà, le calculateur produit, donc si on résume à 3 paramètres, voilà ce qu'il donne. Bon, là, on code moins d'informations que pour l'Angleterre. Hein. On n'a que 40% sur le P1 et 20% sur le second. Bon, c'est que c'est un peu plus complexe, on le voit, c'est moins intriqué au niveau de l'Allemagne. Mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc, si on reprend, qu'on fait le tour, donc on retrouve notre paire aridité ruissellement en haut dans le coin. Elle est située à côté de la densité des sols. Si on continue le tour, en fait, le paramètre voilà, qui est orthogonal, c'est à peu près le seul, c'est l'ensoleillement. Donc là, ici, l'ensoleillement paraît orthogonal. Si on regarde la réserve en eau des sols, elle se retrouve très proche du relief. Bon, ça c'est pour une question de couche géologique que les deux sont proches. Vous voyez qu'on reconnaît bien les surfaces sur les échelles. On a aussi pas très loin voilà, la densité qui émane de la pédologie. Des compositions. De l'autre côté, on retrouve nos surfaces voilà, conifères, prairies et feuillus. La conjonction, on la retrouve tout en bas dans le même axe. Donc ça, c'est comme la dernière fois pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni, pardon. Au-dessus, on a 2 points. C'est le carbone et c'est la pluie. Donc vous voyez que cette fois-ci, la pluie, elle est un peu plus près du carbone que du relief. Et on a tout en haut les surfaces cropland qui est avec le réchauffement. Et entre les deux, on a la taille des exploitations. Donc, le truc, c'est que, voilà, qui dit taille d'exploitation, hop, dit... voilà, donc là, vous avez une photo qui est prise côté ex-RFA, parce que je ne sais pas si vous avez reconnu, il y a quand même un effet de frontière, et c'est ce que j'avais dit dans la conférence l'an dernier, c'est qu'il me semblait qu'au niveau de l'aridité, ça coïncidait très bien avec la frontière, et que très certainement, ça avait un lien avec les pratiques agronomiques. Donc, en tout cas, c'était l'hypothèse que je faisais, et vous allez voir, on va le creuser jusqu'au bout en suivant. Donc ici, c'est une image photosatellite côté RFA, et ici, vous avez la même image côté RDA. Donc les échelles sont, j'ai vraiment fait, c'est pas tout à fait exact, mais j'ai vraiment recalibré pour que ce soit aux mêmes largeurs, mais parce que je mettais un petit peu, mais c'est vraiment voilà, exact. On a des parcelles qui font à peu près 1 km de long. Parce que voilà, quand on a des grosses exploitations, on a moins de parcelles, parce que sinon on se retrouve avec plein de parcelles et c'est pas facile à gérer. Et puis en général aussi, on a des gros tracteurs. Donc là, je vous remets un petit peu l'historique des tracteurs au niveau de la RDA. Donc voilà, en 1950, quand les Russes utilisaient des tracteurs de 50 chevaux, les Américains étaient à 27. Et puis en 1962, en ex-RDA, on a eu les tracteurs de 200 chevaux qui sont apparus. Donc c'est des machines qui faisaient à peu près 13 tonnes. Les Américains ne sont arrivés à ces niveaux de puissance que 10 ans plus tard. Dans les années 80, les Russes étaient avec des tracteurs de 500 chevaux qui sont arrivés que 20 ans chez les Américains. Et aujourd'hui, ce sont les tracteurs qu'on commence à voir émerger en France. Alors pourquoi je vous montre ça voilà, pour dire que la RDA a vraiment, dans
l'intensification de l'agronomie a vraiment été très loin, très vite, très haut, très fort, bien avant nous. Et en fait, on avait 4300 fermes de 5000 hectares en Allemagne. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez, les Russes, ils ont réduit un petit peu les puissances, voilà, et ils ont rajouté des pneus. À l'époque, en 1980, il n'y avait pas beaucoup de pneus. Après, ils en ont mis un peu plus. Et entre-temps, en fait, on a compris, et vous voyez que les Américains mettent pas mal de pneus aussi, on a compris que ces histoires de pneus, c'était important. Et on va parler maintenant de compaction. Donc, et ici, vous avez le cadran de l'appareil que je vous ai montré au départ, qui est l'outil d'agronome, qui en fait est très simple. C'est une pointe avec un cône. On l'enfonce dans le sol et on peut lire la force exercée. Ça nous permet de connaître la densité du sol. Et ça, c'est important parce que ça au niveau agronomie, c'est un paramètre qui corrèle avec énormément de choses. Et c'est vraiment la base. Si on n'a pas le sol avec une bonne porosité, une bonne densité, ça ne sert à rien de vouloir faire quelque chose. Donc, dans l'imaginaire collectif, le cheval abîme beaucoup les prairies ou les champs. Bon, je ne sais pas, si vous êtes issu du monde de la campagne, ça va vous parler. Et ça, je pense que ça vient du fait que les tracteurs de nos grands-pères faisaient effectivement moins de compaction, moins dur en surface que le cheval. Par contre, il faut voir qu'aujourd'hui, on n'utilise plus tout à fait les mêmes machines dans les champs et que ce qu'on critiquait chez le cheval au début des années 70, et bien maintenant, il faut comprendre que les empreintes de chevaux descendent jusqu'à 50 cm sous terre. Donc, et en plus de ça, on ne cesse d'augmenter les profondeurs d'impact. Donc autant dans les années 1960, on commençait à avoir des impacts à 10 cm. Dans les années 2000, on était à 50 cm. Aujourd'hui, on a des impacts jusqu'à 80 cm de fond. La publication que je mets en référence fait un parallèle entre le poids des machines et le poids des dinosaures. Donc, si on revient un petit peu sur l'Allemagne, qu'on essaie de situer les choses, là je vous montre toutes les couches de matière organique et de texture de sol. Donc sable, les sols sont constitués de 3 éléments. Vous avez les sables qui sont les particules les plus grosses, les limons qui sont les particules intermédiaires et les argiles qui sont vraiment très fines. En fonction de cette constitution, on aura des tailles de pores différentes et des capacités à stocker l'eau dans le sol plus ou moins importantes. Plus ça va être fin, plus on va avoir stocké d'eau. Mais l'idéal étant d'avoir des limons parce que les particules sont de taille intermédiaire et les plantes pourront exploiter davantage d'eau. Et après aussi, c'est important d'avoir du carbone dedans. Plus il y en a, plus on a de carbone dans le sol, plus en général on aura une meilleure texture et on aura une meilleure capacité à stocker l'eau. Et ça va aussi, le fait que le carbone soit un élément plus léger que les minéraux, que les roches, ça va jouer un petit peu sur la densité. Mais je vais vous montrer qu'en fait, on n'a pas de variation de densité qui soit vraiment cohérente avec les textures. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai repris la frontière entre l'ex-RDA et RFA. Vous voyez que on a une grosse tache noire au milieu de l'ex-RDA et ce qu'il faut voir, c'est vraiment ça. Vous avez la limite de la zone sableuse là, qui est dessinée en vert et on a une zone dense sur l'ex-RDA. Alors, on retrouve vraiment la frontière RFA-RDA, mais on retrouve aussi la frontière avec la Pologne. Donc, il faut savoir que la Pologne n'a pas eu du tout le même développement agricole pendant l'ère communiste que la RDA. La RDA est vraiment allée à fond dans l'intensification, alors que de côté Pologne, ils sont restés à la charrette et c'était plutôt une agronomie qui ressemblait à de la permaculture. Donc, vu que les couches traversent l'État, on peut supposer que on a une compaction qui est liée à l'utilisation des engins. Le problème là-dedans, c'est que plus ça pèse lourd, moins il y a de trous. Et du coup, on va essayer de voir quel impact ça peut avoir. Donc là, je vous montre une publication qui s'intéresse à la réserve, la quantité d'eau que peut stocker le sol en fonction de différentes densités. Donc l'eau, c'est pas tout que peut récupérer la plante. Il faut qu'il y en ait une certaine quantité pour qu'elle commence à être absorbable, parce que sinon les forces capillaires sont beaucoup trop fortes et les plantes ne peuvent pas récupérer. Et donc ça, c'est plutôt sur la droite du graphique.
Et sur la zone de gauche, la force de succion va être moins forte et c'est là où on pourra avoir des écoulements et le sol ne va pas pouvoir stocker l'eau puisque ça va couler. Et plus on va monter sur l'échelle droite, plus on aura de quantité d'eau stockée. Et en fait, en faisant l'intégration de la courbe, on obtient la réserve utile. Donc je vous montre, voilà, par exemple pour un sol qui a une densité de 1, l'eau qu'on va pouvoir stocker et exploiter pour les plantes, ça correspond à ce différentiel entre les deux traits. Si on tasse un petit peu le sol, finalement, ça ne change pas grand-chose au départ, parce que quand on le tasse beaucoup plus, là, ça change les choses, on peut vraiment fortement réduire la réserve utile. Et le problème là-dedans, c'est que au satellite, on voit qu'il y en a toujours, mais en fait, elle n'est plus vraiment accessible. Donc, ça, c'est de la biblio, c'est du labo, c'est de la mesure et de la modélisation. Bon, ce qui serait bien, c'est de voir en réel comment ça peut avoir un impact. Toujours est-il que, voilà, moins il y a de trous, moins il y a d'eau. Donc, si on regarde un petit peu, je vous ai montré ces images au début de la conférence. Donc, on a l'image en visible au niveau de l'Angleterre, et vous voyez que la zone qu'on a vue qui était occupée par les croplands où il n'y avait pas trop de densité, etc., c'est la zone qui chauffe. Donc, ça, c'est pas le climat, c'est la météo. C'est sur un phénomène. Vous voyez qu'on a une différence de température importante entre les deux zones. Voilà, là vous avez une carte du relief pour essayer de situer les choses parce qu'il peut avoir aussi un impact sur les problématiques de température. Donc si on prend deux points qui sont très très proches, on a quand même un grand gradient de température. Et si on regarde au niveau altitude, on a une différence de 100 mètres. Donc 200 mètres. Donc normalement, ça devrait nous faire une différence de température de l'ordre de 1,3 degré, puisque vous savez qu'on perd 6,5 degrés tous les 1000 mètres environ. Et en fait, on a une différence qui est beaucoup plus importante. Donc je pense qu'il faut regarder au niveau des sols, et j'ai trouvé une publication qui montre quelle est la température à 2 mètres. Donc là, ce que je montrais, c'était la LST, donc c'est la température d'émission, c'est ce qu'on mesure avec un thermomètre, comme le thermomètre laser pour mesurer la température des enfants. C'est ce qui est utilisé par satellite. Et là, maintenant, ce que je montre, c'est la température à 2 mètres, qui est vraiment la température qu'on mesure avec un thermomètre. Et là, on a repéré récemment dans la bibliographie une notion qu'on appelle, donc, quand les plantes ne peuvent pas aller chercher l'eau dans le sol, c'est ce qu'on appelle le point de flétrissement. Et en fait, on a un autre point qui est le critical threshold, qui est situé un peu avant, et qui là, par contre, au niveau climatologie, ça nous fait des températures qui grimpent en flèche. Et vous voyez que sur la fin, quand on va chercher les dernières gouttes d'eau dans le sol, on prend facilement 8 degrés, 10 degrés sur les températures au-dessus. Donc ça, il y a de la bibliographie qui nous dit que par ce phénomène, on peut expliquer les pics caniculaires assez exacerbés. Donc voilà, donc il faut conclure que plus ça pèse lourd, moins il y a de trous, moins il y a d'eau, plus il fait chaud, je pense. La question, voilà, ce qu'on voit au niveau mondial, et j'ai mis cet article parce qu'il est intéressant, il montre qu'en fait, on aurait deux types de plantes. On aurait des plantes qui seraient sensibles à l'humidité des sols et d'autres non. Et en fait, si on regarde, quand on connaît les surfaces cultivées, la répartition au niveau mondial, on voit qu'il y a une concordance entre les plantes qui sont sensibles à l'humidité du sol et celles qui ne le sont pas. Donc du coup, dans la dernière conférence, on a vu que l'humidité du sol faisait la météo, voilà, avec cette notion de couplage climatique humide, c'est-à-dire les sols sont humides, on augmente les probabilités de précipitation, et quand on a des sécheresses, au contraire, elles ont tendance à être contagieuses, et on va plutôt dans un cycle de pas de pluie. Donc si cette humidité des sols fait notre météo, moi je me pose la question de savoir est-ce que la capacité de stockage en eau pourrait pas expliquer à long terme notre climat. J'ai fait quelques petites recherches, voilà ce qu'on peut voir si on regarde la réserve utile et la demande hygrométrique de l'atmosphère. Alors pourquoi j'ai choisi cet indice? Parce que ce qu'on voit, c'est que quand on est en phase caniculaire, il n'y a pas de nuages, il fait chaud, du coup ça demande beaucoup plus d'eau. Donc ça m'a paru intéressant de regarder cet indice. En tout cas, on a une corrélation qui est assez intéressante, je pense.
on a un coefficient voilà, qui est normalement considéré significatif. Et j'ai fait ça pour cette corrélation. J'ai utilisé des données qui s'étendent des 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et je suis remonté jusqu'à la Suède, Danemark. Il y a 36 pays là. Donc du coup, moi, vraiment, la question qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'impact de la perte de réserve utile sur les températures. Pour ça, je vous propose de regarder un peu ce qui s'est passé en RDA et d'essayer de modéliser et de faire quelques ordres de grandeur. Donc pour ça, on va partir d'un sol de 1950. Et bon, déjà, a priori, le pic du choc agronomique, c'était dans les années 1985, où là, on n'avait pas compris qu'il fallait mettre les pneus larges, et c'est vraiment là où on a eu les impacts les plus importants. Aujourd'hui, a priori, on revient vers du mieux, mais on n'a pas vraiment récupéré les propriétés d'origine. De toute façon, sinon, il y aurait du carbone dans les sols, et sur les cartes, l'ex-RDA, en fait, on a un taux de carbone qui est autour de 0,612, et puis vous avez vu les densités, si on avait fait de la bonne agronomie, on aurait récupéré la densité à large échelle. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la RDA, c'est que ce qu'on voit, nous, en tant qu'agroécologues sur le terrain, c'est que souvent, nous, on vise le sol de 1950 et on va chez le voisin, avec nos outils, nos aiguilles, on peut mesurer la présence d'une semelle de labour, la voir, etc. Et on voit bien que les choix individuels conditionnent ce qu'on peut observer sur le terrain. Et dans le cas de l'Allemagne, voilà, on a eu un propriétaire qui régissait une parcelle à l'échelle d'un État, donc on a des impacts à l'échelle d'un État. Si on regarde un peu la distribution de l'eau avant-après, le problème c'est que cette semelle de labour vient pas mal interférer avec le stockage en eau. Et malheureusement, voilà, si les sols d'origine avaient à peu près une réserve utile de l'ordre de 150 à 160 mm, bien souvent on a des parcelles qui ne stockent que 25-30 mm. Avant, ça s'accompagnait vers du transfert vers les nappes. Aujourd'hui, c'est surtout du ruissellement boueux et de l'érosion. Donc, comme vous n'allez pas me croire, je vous propose d'aller le voir sur le terrain. Alors, il me faudrait la souris. Ou est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte ou pas? En régie? Non. Moi, j'ai pas la main sur le curseur. Je le vois pas. Il va être là. Faut passer par là. Ah, il est sorti de l'écran. Ouais. Parce que moi, je l'ai vu bouger tout à l'heure. Je suis dans les temps là ou pas? Quelle heure il est? Mais Ah, ça c'est le vrai temps? ouais. Ça fait 39 minutes que je parle? Il est censé être là, mais je le vois pas. Bon, c'est pas grave. C'est bon. Ah, eh bien alors il faut cliquer. Non. Non, ici. Bon, ou sinon, on va gagner du temps parce que je vois que je parle beaucoup. Ça, je vous propose de regarder sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Diagnostic d'un réservoir climatique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit ce que je vous décris. Et puis, vous verrez, en fait, pour le contexte, il avait plus de 300 mm en hiver, c'est en Bretagne. Et on a vu qu'on avait un sol parfaitement sec qui tombe en poussière, juste à 30 cm, alors que dessus, ça ruisselait, ça partait à la mer. Bon, et malheureusement, ça, on a trop d'exemples. Je ne sais pas si Jean-Pierre a attiré l'attention là-dessus, mais c'est très, très, très récurrent. On voit même des gens qui irriguent en été avec des engins d'irrigation, et il y a les drains qui coulent, avec 20 mm, ça part à la mer, quoi. Alors que c'est de l'irrigation. Donc si on regarde un petit peu, donc j'ai pris 2 catégories extrêmes, mais en fait j'ai sous-détaillé dans 2 autres catégories. Voilà un peu les pondérations qu'on pourrait faire par rapport à ce que dit la bibliographie. Si du coup ça, on va pouvoir estimer l'humidité de sol probable dans les sols en partant de l'humidité de base, en regardant les données de pluviométrie, mais aussi qui vont voilà, augmenter l'eau dans le sol, et les données évaporatives qui vont enlever l'eau du sol. On peut retracer le profil mensuel d'évolution de l'humidité dans le sol. Et comme tout à l'heure, on a vu qu'on avait une relation établie de large échelle entre l'humidité du sol et les températures, je vais utiliser ça pour essayer de faire une estimation de l'impact de la dégradation des sols. Donc on calcule au niveau mensuel, on va y aller pas à pas, en fait c'est fait. Donc on calcule au niveau mensuel, voilà, ah ben non, c'est allé vite.
Donc en fait, on prend les surfaces que je vous ai montrées, on prend les teneurs en eau, on pondère tout ça pour voir qu'est-ce que ça faisait sur la surface agricole annuelle. Et ensuite, on calcule les températures associables. Et puis, on regarde ça voilà, pour chacune des parcelles. Et au final, on le reconstitue à l'échelle de l'ex-RDA. Donc voilà ce que j'obtiens. Si on compare ça aux températures réellement observées, vous voyez qu'on est sur l'ordre de grandeur. Bon, c'est pas très satisfaisant, ça explique pas complètement les choses, mais bon, on a l'ordre de grandeur. Si je reprends la corrélation que j'ai faite tout à l'heure, en fait, tout simplement, il est facile de regarder quelles sont les températures de ces pays en fonction de la réserve utile. Voilà la courbe que j'obtiens. Et là, j'ai toujours un bon coefficient de corrélation et je trouve qu'en fait, on rajouterait, chaque fois qu'on gagne ou perd 1 millimètre de réserve utile, on aurait un écart de 0,14 degrés. Donc si je reprends ce chiffre et que je le mets dans la machine, voilà ce que j'obtiens comme courbe. Donc on est toujours sur l'ordre de grandeur. Voilà. Moi, j'ai fait ça parce qu'en fait, quand je me demande ou que je demande quel est le niveau d'intégration pour la dégradation des sols, voilà ce qu'il y en est. Donc on aura un modèle qui va attaquer ça pour les modèles CMIP7, qui va prendre en compte de faire varier la réserve utile de l'eau des sols en fonction des usages. Aujourd'hui, les modèles CMIP6, jusqu'à CMIP6, n'utilisent pas ça. Donc, on est bien donc, ce qu'on utilise, c'est les notions de texture et de porosité. Donc, c'est ces densités théoriques et les réserves théoriques qu'on a vues qu'elles n'étaient pas forcément corrélées aux problématiques. Voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on plafonne le sol sec, arrive jusqu'à la RU. Typiquement, voilà, on prend 150 à 200 mm. Alors, je vous dis qu'en RDA, on avait et la bibliographie nous dit, et nous constatons sur le terrain, que les réserves utiles peuvent être de l'ordre de 30 mm. Donc ça peut expliquer les sécheresses hivernales. On ne peut pas expliquer une sécheresse hivernale avec une RU de 150 mm. Les résultats, on les connaît. Voilà, on a des biais de l'ordre de 15 à 20% d'humidité, mais ça veut dire qu'on sous-estime le moment où on rentre dans la zone ultra sèche qu'on a vu, où les températures grimpent en flèche. Voilà. Et au-delà du niveau de l'impact, moi je me suis posé quelles sont les rétroactions potentielles de ces phénomènes. Donc il y a pas mal de boucles de rétroaction qui sont bien identifiées, mais elles le sont à des échelles spatio-temporelles différentes et en fait elles ne sont pas reliées dans une bibliographie unique. Donc je vous propose un schéma, bon, c'est pas pour que vous le reteniez, mais alors, oui. Avant ça, il faut voir une analogie. Je suis chimiste et je veux montrer ça parce que c'est pas, je pense, trop connu. C'est l'analogie du montage à distiller. Donc j'ai mis entre guillemets parce qu'en fait ça s'appelle en vrai un montage à reflux. Mais donc en fait, quelquefois il m'a été arrivé d'oublier de mettre en route le réfrigérant sur mon montage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on le met en route, eh bien, il y a toute la manip qui monte comme du lait, et puis il faut recommencer. Et bon, ça, mais ça permet de comprendre qu'en fait, quand on va... ce qui se passe, et je vais vous le montrer en graphique, c'est que si on s'intéresse à la température, en fait, au moment où on allume le réfrigérant, on va absorber des calories et on va refroidir le bouilloire. Alors que si jamais on avait mis en route le réfrigérant, en fait, on aurait atteint la même température, mais on n'aurait pas eu le pic de température dans le bouilloire. Alors, je vous parle de ça parce qu'en fait, le bouilloire, on peut l'assimiler aux océans ou vice-versa. Ce que je veux dire par là, c'est que si on interrompt les pluies sur les continents, il y a de fortes chances qu'on ne désature pas l'atmosphère en humidité. Et par principe de communication ou de téléconnexion, comme on appelle en climatologie, eh bien forcément, on va avoir une influence sur le bouilleur et on va le provoquer une surchauffe. Voilà. Et du coup, par rapport au flux, eh bien, au lieu d'avoir... voilà, dans le second cas, j'ai eu un flux assez chaotique, alors que j'aurais pu avoir un flux régulier. Et si le système est bouclé, bon, enfin, on aura un truc comme ça. Donc voilà le schéma, l'infâme schéma. Donc en gros, il n'y a que des boucles de rétroaction qui s'auto-alimentent. Donc tout ce qui est à droite, c'est plutôt les parties climat, et tout ce qui est à gauche, c'est plutôt les parties agronomie.
Là-dedans, on retrouve alors tout est. J'ai pas mis la bibliographie, j'ai pas mis les flèches, mais a priori, c'est des choses assez admises dans chaque case et flèche que j'ai représentée. Là-dedans, ce que je veux montrer, c'est que la végétation est vraiment au centre et la seule façon qu'on a d'enrayer le système, il est là, c'est de mettre de la végétation. Il n'y a que comme ça qu'on peut couper les boucles de rétroaction. Et du coup, ça m'amène, bon, ça c'est dit de façon compliquée avec de la bibliographie actuelle. Et ici, vous avez voilà, un proverbe arabe qui dit que la différence entre un jardin, c'est pas le désert, c'est pas l'eau, mais l'homme. Et en gros, quand on fait de l'agriculture régénérative, eh bien, on rejoue l'évolution des écosystèmes en accéléré. Et voilà, la question, c'est de savoir dans quel sens et comment on utilise notre énergie pour amener le système dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il, voilà, par rapport à l'analogie du montage à distiller, si on a des sols qui ne stockent pas l'eau, automatiquement on va avoir rapidement une émission d'infrarouge qui va bloquer, c'est ce qu'on voyait aussi dans le schéma, qui va bloquer les pluies. Bon, je pense que Perpignan c'est un cas d'école. On voit bien que ça fait 3 ans que les nappes sont sèches, elles sont en rouge sur les cartes, alors que partout en France autour on bat les records de précipitation, et ça montre bien que les rétroactions sont peut-être un peu plus profondes que ce qu'on pense. Voilà, la question c'est de savoir comment on débobine la pelote rapidement. Là, si on ne l'a pas appris, on ne le sait pas. En fait, il n'y a que la diversité des plantes qui peut accélérer les choses. Ça joue sur 2 paramètres, donc, et il faut vraiment le noter. L'antidote, c'est la diversité des plantes. Ça permet de stocker l'eau, ça permet de stocker le carbone. Donc derrière, il y a aussi toutes les notions de CUE, Carbon Use Efficiency, mais aussi de porosité avec l'exploration racinaire. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque plante héberge ses propres cortèges bactériens et de champignons, et qu'elle a des aptitudes pour aller chercher des minéraux. Et c'est en ayant tous ces minéraux en bonne stoichiométrie qu'on améliore la performance pour le stockage carbone. Et aussi pour aller chercher la photosynthèse. Et en fait, il n'y a que l'homme qui fait des écosystèmes en monoculture. Maintenant, je vais vous parler de cet homme qui est Tony Rinaudo. Donc en fait, lui, il a arrêté, pour vous montrer voilà, qu'on peut régénérer. Lui, il a régénéré avec un couteau. Il a arrêté la bonsaïfication sur 50 000 km². Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir des arbres avec plein de bourgeons et qui deviennent des bonsaïs, il a gardé que quelques bourgeons, et ça a permis aux arbres de pousser et de grandir. Et voilà ce qu'il a obtenu. Voilà la transformation au niveau du paysage. Donc vous voyez, les arbres, ils sont présents, mais ils ont pu grandir parce qu'on les a simplement aidés. Donc ça m'amène à vous parler, il a travaillé dans la grosse zone verte, ça m'amène à vous parler de la grande ceinture verte. Et ce que je veux vous montrer, c'est que finalement, dans la bibliographie, j'ai regardé, il y a souvent des endroits où il se passe pas mal de choses, et c'est assez souvent au-dessus de la muraille verte en Afrique. Donc cette muraille, c'est un endroit où on avait prévu de planter des plantes, on avait prévu de planter des arbres, et vous voyez que les zones vertes sont, le jaune c'est le tracé originel, et le vert c'est ce qui a réellement été fait, et vous voyez que le dispositif est assez partiel. Mais ce que je vais vous montrer, voilà, sur l'humidité des sols, en plantant des plantes, regardez, on a une zone qui coïncide bien, où on a eu une augmentation d'humidité des sols. Malgré le fait qu'on ait rajouté une plante qui, dans l'imaginaire collectif, consomme l'eau, on voit qu'au contraire, ça rajoute de l'eau. Là, ici, c'est sur le transport d'humidité. Donc, vous voyez qu'il y a une chose importante qui se passe au niveau de l'Afrique. Donc, c'est quand même au-dessus. Donc, c'est des kilos, voilà, c'est des kilos de matière humide transportée dans l'atmosphère, et c'est les augmentations sur 40 ans. Là, on a la même chose en pourcentage d'hygrométrie. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine concordance. Regardez au niveau mondial, c'est quand même une des zones où il se passe le plus de choses. C'est au niveau toujours de la Grande Muraille Verte. Ici, donc vous savez que l'eau est un gaz à effet de serre aussi. Voilà ce qui a été mesuré. Vous voyez que le seul endroit où l'eau en tant que gaz à effet n'augmente pas, c'est à la plombe des surfaces boisées qui ont été ajoutées.
Et enfin, ici, une étude qui quantifie l'impact en watts par mètre carré. Alors, j'ai pas dit, je nie pas que le CO2 est un gaz à effet de serre. D'ailleurs, si vous prenez en tout début de conférence, il y avait noté la valeur, ça fait 2, alors je ne l'ai pas réactualisé au dernier rapport du GIEC, mais l'ordre de grandeur est là. J'avais noté 2,5 watts au mètre carré, je pense. Et ici, on a l'impact, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Voilà, le CO2, c'est 2,5 watts au mètre carré. Et là, l'étude montre qu'il y a eu des choses qui ont beaucoup bougé, toujours à la plaine de l'Afrique, toujours à la plaine de la Grande Muraille Verte. Et là, on est sur un impact de 10 watts au mètre carré. Donc c'est quand même... Alors, je ne sais pas si c'est un biais de l'étude ou quoi, mais bon, voilà, on a plusieurs études concordantes qui montrent que les plus gros événements sont toujours à la plaine de cette infrastructure. Voilà, donc je pense que peut-être il faut se dire qu'on a une machine à pluie et par analogie électrique, il faut voir les sols comme des condensateurs et les plantes comme des transistors qui vont chercher l'eau. Voilà, et ça m'amène à vous parler d'un projet que j'ai lancé. Voilà, ils veulent bâtir une autoroute de la pluie. Alors, c'est quoi ce projet? Bon, on en a déjà parlé, mais l'idée, c'est de catalyser la dynamique. Donc, c'est un nom simple. Vraiment, des fois, les gens disent « Ah, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est pas si simple que ça et tout. » Bon, ok, le nom, il est simple, mais c'est pour que ça parle aux gens, qu'ils le retiennent et de créer de l'envie. Et en fait, ça mélange des idées vraiment très complexes qui contiennent des notions voilà, d'agroécologie, de climat, de maîtrise des risques, de psychologie, de social et d'économique. L'objectif est d'initialiser un premier pas dans le bon sens et surtout de propager cette dynamique. Donc voilà la diffusion du no-till, c'est l'agriculture de conservation des sols en Argentine, et Dieu sait qu'ils en avaient besoin parce qu'ils étaient vraiment impactés. Bon, ils ont mis 20 ans à faire le saut de potentiel pour convertir l'ensemble des pratiques. Donc ce qu'on propose, nous, c'est de planter des arbres, et j'ai mis cette photo, je la trouve intéressante parce que vous voyez que dans l'imaginaire collectif, l'arbre assèche les sols. Bon, là, on observe l'inverse, c'est au pied de l'arbre qu'il y a plus de plantes. Donc peut-être certains verront uniquement de l'argent, mais ce n'est pas un problème. S'ils rajoutent des plantes, vous voyez qu'on a quand même un meilleur état pour la biodiversité avec les arbres que s'il n'y en avait pas. Et même s'ils plantent qu'une espèce, là en l'occurrence c'est qu'une espèce, on voit qu'on a quand même un impact positif et qu'on part dans la bonne direction. Voilà, nous, je pense qu'on est vraiment en urgence, et je parle d'agroforesterie d'urgence. Donc je montre cet arbre qui pousse de 3% par jour, ou pas, des fois c'est un peu difficile de le faire pousser, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a un impact psychologique, et ça peut amener les gens à être fiers de ce qu'ils ont fait très rapidement, en un an, et de pouvoir proposer, lancer une mode. Voilà, une mode, ça prend 2 ans. Le no-till, ça a pris 20 ans. Et je me dis, il faut accélérer les échelles de temps. Et l'important, c'est vraiment de commencer, de catalyser une dynamique. Voilà, ça marche aussi avec des arbres de chez nous. Donc là, vous avez du sol. L'important, en fait, c'est de dépasser la personne. Ça flatte l'ego. Donc moi aussi, j'étais content là. Mon sol, il m'a dépassé en un an de pouce. Mais bon, vous voyez qu'après, on n'a pas tout à fait les mêmes surfaces forestières. Mais il est de chez nous. Et après, il y avait une des hypothèses, c'est qu'en mettant des arbres dans les parcelles, on avait un impact sur la biodiversité. Voilà, ces choses faites, regardez derrière l'arbre, qui n'est pas tout à fait de chez nous, on a quand même une orchidée qui s'est implantée parce qu'on avait laissé, en plantant ces arbres, on n'y passe pas avec les machines ou les vaches, et du coup l'orchidée a pu se développer. Et ça, voilà, l'idée c'est en allant chercher, même si on part voilà, sur une mono-espèce qui rapporte de l'argent, et bien derrière, on a un impact quand même sur la diversité et le climat. Puisque je vous ai dit, je suis très conscient quand même que le système ne marche qu'à la diversité. Voilà, et si je devais résumer, eh bien, voilà, c'est ça. Si l'humidité des sols fait la météo, comme on a vu la dernière fois, est-ce que la capacité de stockage ne façonnerait-elle pas à son tour notre climat? Voilà, l'antidote, c'est la diversité, et je vous remercie.